BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, le retour de quoi je me mêle avec cette question simple, les amis. Comment choisir sa télé en cette fin d'année 2022 avec, je le disais, les fêtes de fin d'année, Noël, toujours un moment important pour se faire des cadeaux, le Black Friday, les promos et la Coupe du Monde de foot, plus les nouveaux services de SVOD qui arrivent en 4K. C'est peut-être le moment de se faire plaisir. Pour en parler, un spécialiste, c'est Lionel Costa qui est avec nous. Salut Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver Lionel. Ravi de revenir. C'est Monsieur Labo Fnac, responsable du développement du Labo Fnac. Vous savez que voilà, on accélère avec le Labo Fnac et régulièrement Lionel vient nous parler du fonctionnement du labo et puis surtout nous aide à bien choisir nos produits high-tech. Après les smartphones, place maintenant donc aux télés. Qui est un gros morceau pour le Labo Fnac. Vous testez quasiment 100 télés par an. Oui. Et c'est encore, incroyable. On a 100 télévisions par an testées, mais après on a des déclinaisons qui font qu'en fait on étoile encore plus de produits. Donc sur Fnac.com, nos magasins, sur les étiquettes en magasin en linéaire, on a plein de produits qui sont étoilés. Bon, alors les télés, marché quand même assez dynamique, avec beaucoup de nouveautés qui arrivent, beaucoup de technologies aussi, au-delà de la taille d'écran, le son, enfin il y a les OS aussi, les operating systems comme on dit, qui nous permettent de télécharger après les applis pour regarder nos séries préférées. Donc tout ça est très important, mine de rien. Comment testez-vous les télés au Labo Fnac ? Quels sont les points importants aujourd'hui qu'il faut voir dans une télé que vous regardez ? Alors, les mesures que nous réalisons au Labo Fnac, elles n'ont pas tant évolué que ça par rapport à il y a 10 ans, même un peu plus. Une télé, c'est toujours un afficheur de couleurs, de lumière, et avec une certaine fluidité. Et évidemment avec une définition qui s'est améliorée. Donc c'est quoi les points principaux ? C'est évidemment la colorimétrie. Donc est-ce que les couleurs rouge, vert, bleu sont bien respectées ? Est-ce que j'ai un taux de contraste suffisant pour voir des détails dans les zones sombres, dans les zones lumineuses ? Donc on a tout ce qui est luminance et chrominance, et on a aussi la vue angulaire. Donc les outils de mesure que nous avons au labo, on peut vraiment être fier d'avoir ces outils de mesure-là, parce que tout le monde n'a pas ce niveau-là et ces technologies-là. On est en collaboration avec la société Eldim, qui est une société française, qui nous a aidés avec le responsable de test écran, donc Pierre Blanc, qui fête ses 40 ans au Labo Fnac, donc qui a tout vu en technologie d'écran. Il est passé du cathodique au QD OLED, le monsieur. Ah oui, complètement. Et il est prêt. Enfin, je veux qu'il reste, je suis contre la retraite pour cet homme-là. Donc, il va falloir qu'il vienne un jour dans Tech Co. Avec plaisir. Et donc voilà, cet appareil-là nous permet de faire des mesures de vue angulaire, chose que les simples sondes ne peuvent pas faire, parce qu'il faut un petit peu, faut une espèce d'optique concave qui nous permet de voir un peu à l'image d'un Judas sur une porte, c'est-à-dire d'avoir une vision presque à 180 degrés sur tous les axes, et ça nous permet de savoir en un cliché quel est le niveau de lumière envoyé, quels que soient les azimuts de l'écran. Donc ça nous donne, on a donc la colorimétrie, le contraste, la progressivité évidemment, et la vue angulaire avec, alors c'est pas une mesure, c'est plus une matrice, on indique également la définition des écrans. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, le b.a.-ba d'une bonne qualité d'image, on va dire. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore de mauvaises télés ? J'ai l'impression que malgré tout, le niveau technique des téléviseurs a nettement progressé ces dernières années, Lionel. Oui, on a encore une bonne dynamique de produits à 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Donc ça existe encore des produits à 1 étoile, mais le produit de 1 étoile d'aujourd'hui valait peut-être 3 ou 4 étoiles il y a peut-être 8-9 ans. Ça a vraiment évolué dans le bon sens du terme pour l'utilisateur. Je fais un petit retour en arrière. C'est vrai que si on se projette 6-10 ans en arrière, on parle encore d'écrans incurvés, de plasma, de 3D. Là, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de ça. Non, il y a des technologies qui sont sorties, en fait, qui n'existent plus. Là, principalement, aujourd'hui, il y a 2 technologies. Enfin, c'est pas principalement, il n'y a que ces 2 technologies, LCD et OLED. C'est ces 2 technologies-là qui font vraiment tout le marché au niveau techno. Avec des itérations, des petites... Par exemple, dans le LCD, donc je rappelle rapidement, c'est un écran avec un rétroéclairage, donc ça demande une certaine épaisseur. Donc il y a des petites loupiottes qui sont incrustées dans l'écran et qui allument en fait une dalle LCD.
Oui, mais avec plusieurs strates. C'est-à-dire que quand tu dis les petites loupiottes, il y a la technologie LED, mais ça vient même du fluo. Avant, c'était des néons qui étaient à l'arrière, qui donnaient de la lumière, donc une lumière qui était la lumière globale de tout l'écran, et ensuite certains filtres polarisants qui ensuite passaient au travers d'un écran LCD qui polarisé ou pas, et donc ils affichaient les rouges, verts, bleus pour permettre d'avoir l'image. Donc ça, c'est le rétroéclairage. Et le QLED, qui a été réalisé par Samsung, rajoute une strate en plus, qui est une espèce de filtre coloré qui permet d'avoir des couleurs beaucoup plus riches. Et ensuite, on a la partie OLED. Et là, la partie OLED, c'est vraiment... ça fait 5-6 ans que maintenant, c'est rentré dans le marché, dans la production, tout le monde s'y met. Et vraiment, c'est des très très bons produits. Plus chers, mais très très bons produits. C'est la meilleure technologie aujourd'hui ? Difficile à dire parce qu'il a aussi des défauts. En fait, l'OLED, c'est génial parce que c'est très fin. On n'a pas besoin de toutes ces strates pour pouvoir polariser la lumière et donner de l'image. Parce que chaque pixel, en fait, s'auto-allume, en quelque sorte. C'est ça l'OLED. Une sollicitation électrique qui fait qu'il s'allume. C'est à peu près la même technologie qu'on a sur la plupart des téléphones aujourd'hui, les écrans OLED. Exactement. C'est un truc qui, en plus, est tout petit, qui ne prend pas de place. Et justement, comme on veut des smartphones très fins, c'est ce qu'on souhaite aussi sur les ordinateurs d'ailleurs. On a aussi des ordinateurs avec des écrans OLED. Mais ils ont un petit défaut, les OLED, c'est en termes de luminosité. Comme c'est de l'organique, c'est du chimique, si jamais j'allume mon petit élément beaucoup trop longtemps et de façon trop lumineuse, il brûle. En fait, il brûle. Et c'est ce qui génère du marquage pour les dalles OLED. Donc, en termes de luminosité, de pic de luminosité, on fera pas mieux. Il meurt, quoi. Le pixel meurt, se grille. Il s'use et il grille. Exactement. On dit souvent, vulgairement, on dit il crame, mais c'est vraiment du marquage que ça provoque à cause de ça. Enfin, c'est cuit, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que là, la télé. Il faut la réparer. Maintenant, il faut trouver le réparateur. On peut la réparer. Maintenant, c'est compliqué d'aller aux composants. C'est vraiment compliqué là-dessus. Mais pour éviter ça, pour éviter le défaut du manque de luminosité, il y a une itération du OLED qui s'appelle le WOLED. En fait, au lieu d'avoir des sous-pixels rouge, vert, bleu, on a rouge, vert, bleu et blanc. Et le blanc vient rehausser le manque de luminosité sur l'image globale. Donc ça fatigue moins les pixels de couleur, en fait, c'est disons ça ? Non, ça les fatigue tout autant, mais on a plus de luminosité puisque ça s'additionne. Par contre, la fatigue, ou en tout cas le système de marquage, certains constructeurs ont trouvé la parade en mettant des protections de dalles, ce qui fait que là où sur un écran LCD, on va avoir du 600, du 700 candela quand on va le mesurer, sur du OLED, on va avoir le 600-700 candela et il va descendre, et il va descendre, il va descendre jusqu'à, à la rigueur, s'éteindre comme un écran de veille d'ordinateur pour justement éviter que le sous-élément soit en panne. Donc il y a comme une sonde de température, c'est ça ? Comment ça marche en fait ? C'est plutôt... Il estime que, voilà, là, il faut qu'il le refroidisse en quelque sorte. Exactement. D'accord. Et vous avez des marques parce qu'on a toujours un logo d'une telle chaîne, etc., qui, de manière presque invisible, quasi invisible, va décaler le logo comme ça. Donc on peut se rendre compte sur certains écrans, le logo BFM ou RMC, Tech & Co, etc., on va le voir se décaler un petit peu comme ça, pour un peu à l'image de ce que faisait un économiseur d'écran. C'est vraiment de pas marquer en fait la dalle. De faire reposer les LED, les éléments, pour ensuite les réactiver ensuite. Et c'est pour ça que la luminosité, c'est un élément qui est important pour l'industrie de l'OLED, pour arriver à compenser ce retard-là. Et les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, type micro-LED par exemple, pourraient peut-être arriver à régler les choses, parce qu'en fait c'est pas du OLED, c'est du LED, mais très très fin, très petit. Et puisque c'est du LED, il n'y a pas le même système, le même défaut de marquage. Lionel, comment choisir sa télé en cette fin d'année 2022 ? Alors c'est une question ouverte, un peu complexe quand même, malgré tout, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a le budget, il y a le design, il y a la distance à laquelle on va être de la télé. La taille. La taille, mais non, où est-ce qu'on habite ? C'est tout bête, mais franchement... On arrive dans une Fnac ou un Darty ou n'importe où, on se retrouve avec des télés, mais on perd la notion en fait de la distance, etc. Il y a des petits tips à savoir là-dessus ou pas ? Oui, alors premièrement, la distance, elle est hyper importante. Avant, c'était l'argument phare quand on allait en magasin pour n'importe quel vendeur et n'importe quel client. C'était, on me dit, un 60 pouces, il faut que je sois à plus de 2 mètres de recul, sinon je vois les pixels. C'est plus le cas aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de la définition. Là, il y a 10 ans, on était encore sur du 720p, du 1080, c'était du Full HD. Là, aujourd'hui, le standard, c'est 4K.
C'est donc 4 fois plus que le Full HD. Et le fait que les points soient beaucoup plus petits, donc beaucoup plus denses, même à 1,50 m, on les voit pas. On voit pas. On voit plus. Donc après, il faut que la source soit de bonne qualité. Voilà. Mais même avec l'upscale, j'allais venir, si jamais on regarde la télévision qui, elle, est diffusée, on va dire, en Full HD, les télé 4K vont quand même diffuser sur tous ces 4K-là. Mais après, ça ferait de l'upscale. Donc, c'est pas l'upscale, pour rappel, c'est une interprétation de la part du téléviseur des 4 pixels qui entourent un pixel. Ouais. C'est-à-dire que si j'affiche un point noir, si j'attends ce même point noir sur 4 points, l'écran va me générer un point noir un peu clair. C'est-à-dire qu'on va améliorer la définition par des algorithmes, en fait, de la qualité de l'image. Exactement. Voilà. Et donc, cette première question, c'est vraiment quelle taille d'écran je souhaite chez moi. Ça, c'est à la rigueur le premier critère qu'on peut avoir en magasin quand on est client et qu'on... Donc, en fait, c'est presque indéfini. Ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que finalement, avec 2 mètres de recul, je peux avoir un 70 pouces. Oui, exactement. Sans problème. Alors après... En bronze. Après, ça fait quand même très grand. Près, mais bon, pour tous ceux qui aiment l'immersion, c'est top. Bon, on parlera peut-être de gaming tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi un paramètre important aujourd'hui. Mais en fait, c'est ça. C'est plus c'est grand, plus on a cette sensation d'immersion. Après, ça va dépendre des utilisateurs et de la capacité ou la possibilité des gens chez eux. Bien sûr, bien sûr. Encore faut-il avoir un mur assez grand pour afficher une télé de 70 pouces. Exactement. Et encore une fois, il y a 6-7 ans, on était plus autour des 48, des 50, des 55 pouces, un peu de 60 pouces, mais très peu. Là, aujourd'hui, non, c'est en train de monter complètement en taille. On a eu, il y a quelques semaines, on a fait une petite performance au labo de la Fnac. On a testé un 93 pouces. C'était la plus grande taille qu'on ait testée parce que au-delà, en fait, ça rentre pas dans l'ascenseur. C'est un peu compliqué, donc ça faisait un petit peu bêtisier, mais on a filmé ça, c'était assez drôle. Mais on a pu tester, l'appareil de mesure nous permet de mesurer des écrans de toute taille. 93 pouces, ça fait quand même déjà assez grand, mais on en vend aussi, même des 93 pouces. Bien sûr. Donc la taille est vraiment montée, et donc le 60-65 pouces, c'est quelque chose qui est maintenant pour plein de gens totalement envisageable. Donc première question, la taille de l'écran. Ça, c'est la première. Tu parlais du design. Nous, au laboratoire, on ne teste pas le design. On va pas dire... Non, c'est totalement subjectif. Exactement. Donc ça, il faut aller voir en magasin, voir les photos du produit pour se dire, tiens, je préfère ça par rapport à d'autres. Mais il y a quand même des technos, enfin pas des technos, mais des marques qui ont vraiment avancé là-dessus. Je pense, pour les nommer, à Samsung avec les The Frame. Tu en as sûrement déjà vu quelque part. Qui ressemble à un tableau, en quelque sorte. Avec un cadre. Exactement. Ils ont vraiment affiner complètement le cadre, on dirait un tableau, ça reste comme ça allumé, enfin c'est assez joli, et ça c'est du design, c'est pas de la performance télé pure. Ensuite, la question que la personne doit se poser, c'est quand même qu'est-ce que je regarde le plus ou sur quoi je suis plus attentif. Est-ce que j'aime bien voir des films, des documentaires, est-ce que c'est plutôt du sport, match de foot, par exemple, est-ce que c'est pour connecter ma console dessus? Donc toutes ces questions-là, elles sont importantes au préalable avant d'acheter le télé. Ensuite, alors, si on va sur la partie technologique, LCD ou OLED, il y a une grande différence entre ces deux technos. Pour choisir, est-ce que je choisis LCD ou OLED? La vue angulaire, ça c'est la chose la plus notable. Sur un écran LCD, lié au rétroéclairage et aux différents filtres, si on se tourne à 45 degrés pour regarder l'image, si on est plusieurs devant un écran, on va avoir une perte de lumière, voire même des modifications de couleur. D'accord. Sur le OLED, pas du tout. C'est-à-dire que l'OLED, j'ai la même qualité que je sois en face ou vraiment sur le côté? Jusqu'à, allez, on va perdre 50% de lumière à 60-70 degrés. Oui, mais bon, après, on voit plus rien, de toute façon, ça n'a pas de sens. Mais exactement, alors, on est dans un angle comme ça, mais si on est à plusieurs à regarder un match, c'est quand même malgré génial. tout, c'est moins visible sur la technologie OLED. Exactement. D'accord. Tu as parlé de Samsung. Quels sont les ténors aussi de la télévision aujourd'hui? Les best ever produits aujourd'hui qu'on a testé au labo Fnac, c'est un LG OLED, le 65B26LA, qui est un 65 pouces, et aussi un Sony XR55 A90J qui lui est à 55 pouces. C'est deux produits qui sont absolument excellents en colorimétrie, en contraste, en progressivité, en vue angulaire évidemment. Alors c'est deux produits OLED, voilà. D'accord. Le QD OLED, un mot là-dessus, parce qu'on voit que Samsung commence à accélérer sur cette technologie. C'est intéressant ou pas? Complètement. Même dans les résultats, ça se voit tout de suite. Le QD OLED, très vulgairement, enfin, je vais vraiment essayer de vulgariser au maximum cette technologie. C'est du OLED, donc c'est toujours des éléments auto-émissifs, donc toujours aussi fin, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais Samsung a rajouté un filtre où en fait il y a une espèce de backlight, une espèce de rétroéclairage entièrement composé d'OLED bleu
Puis ensuite, on a une petite strate qui va générer du rouge et du vert. D'accord. Donc ça part du bleu, ça transforme du rouge, du vert, et le bleu, évidemment, du rétroéclairage reste là, ce qui fait que ça permet des couleurs plus riches, et ça permet une plus grande luminosité, parce qu'en fait, on contrôle mieux la lumière bleue qui est plus forte de base. Donc on n'a pas cette lumière rouge-verte qui est un peu plus... et on arrive à monter en nits, ces fameux nits, oui, c'est ça? Moi je ne parle pas en nits, je parle en candela. Et voilà. Là, on rentre dans le... Non, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup oui, bien sûr. cette unité de mesure. En France, l'unité de mesure qui fait référence, c'est le candela. Le candela qui exprime donc le niveau de lumière envoyé sur une surface de 1 mètre carré. Un candela égale une bougie sur 1 mètre carré, pour simplifier les choses. Et là, on obtient sur le QD OLED, sur les éléments, on obtient jusqu'à 300 candela dessus sans aucun problème. Alors, quelles sont les autres télés qui méritent le détour au Labo Fnac? Alors, une télé qui n'est pas la meilleure de toutes les télés, mais qui a vraiment performé, je pense au Samsung OLED S95B. Tu parlais à l'instant des candela. C'est l'écran le plus lumineux que nous ayons testé au labo, parmi les télés qui ont une uniformité à 10 sur 10. Pourquoi je précise ça rapidement? QLED ou OLED. OLED. QD OLED alors donc. C'est un QD OLED, exactement. Pourquoi je précise l'uniformité? Samsung. Pourquoi je précise l'uniformité? Parce qu'on voit beaucoup de mesures qui sont réalisées sur des points précis d'un écran. Oh, il fait 1000 candela, il fait 500 candela, etc. Mais c'est sûr, si on a une image qui n'est pas uniforme, on va avoir des espèces d'olas ou d'assombrissement, d'halo, pardon, pas d'olas, d'halo et d'assombrissement sur des coins de l'écran. Et ça, c'est donc un manque d'uniformité lié à une mauvaise maîtrise industrielle quand ils ont conçu le produit. Et ça, on l'évalue, évidemment, au labo de la Fnac. Et donc, on a regardé tous les produits qui ont eu 10 sur 10 en uniformité. Et celui-là, le S95B, est l'écran le plus lumineux. Et c'est pourtant un OLED, mais un QD OLED. Ensuite, ceux qui ont vraiment performé, je pense à un écran à moins de 500 € que je trouve pas mal du tout. C'est un Hisense 43A7GQ qui a obtenu que 4 étoiles, mais il est à 429 €. Et c'est un produit, quelle taille d'écran? 43 pouces. 43 pouces, d'accord. Et ensuite, on a aussi une marque que j'aime plutôt bien, les Philips. On a testé un Philips 75 PUS 880712. Et lui, c'est en termes de fidélité colorimétrique qu'il est au-dessus des autres. C'est-à-dire que si je veux voir des belles images, des documentaires avec des ciels qui soient naturels, qui ne soient pas complètement... qui partent dans tous les sens, celui-là, c'est un bon produit. Voilà, Ambilight, bien sûr. Et évidemment, on ne le teste pas, l'Ambilight, mais c'est à voir. Après, c'est remarquable. Il y a des gens qui aiment pas, mais c'est vrai que la plupart c'est ce que me disait le porte-parole de Philips, en général, quand tu as goûté à l'Ambilight, c'est difficile de s'en séparer après. Juste un mot, il nous reste quelques instants. On voit qu'on a des télé 8K qui arrivent. Oui. Est-ce que c'est pertinent d'acheter ça? On voit aussi, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, il y a cette news concernant peut-être l'interdiction de vendre des télé 8K parce que ça consomme plus d'électricité. Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas, sincèrement, Lionel? Le 8K, c'est pas un gadget, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent vraiment avoir le haut de gamme et qui ont des machines qui peuvent générer du 8K. Donc c'est quand même un marché de niche aujourd'hui. Pour monsieur tout le monde et pour ceux qui regardent la télé ou les services de SVOD, ça n'a pas grand intérêt. Ça crée de l'upscaling à 8K, donc on passe du 4K au 8K, donc c'est intéressant. Mais pour l'instant, ça reste un peu niche, donc c'est très très particulier. Donc je dirais aux gens, ne sautez pas dessus tout de suite, attendez encore un petit peu. Concernant ce que tu indiquais de peut-être l'interdiction du 8K, lié à la consommation électrique. Parce que le 8K, ce sera peut-être la dernière question que je te poserai aussi, le 8K consomme plus d'électricité? On ne l'a pas mesuré, mais ce qu'on sait, c'est que par contre, plus on a de pixels ou de sous-éléments à adresser, plus la carte mère et donc les circuits intégrés ont besoin d'adresser de la puissance de calcul pour que chaque élément soit adressé. Donc ça peut générer plus de puissance. Mais je pense que c'est plus la dalle de l'écran, avec surtout du micro-LED ou du OLED derrière, qui, elle, peut générer plus de consommation d'énergie. Donc, on n'a pas du tout remarqué ou mesuré ça. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour contrôler, voir ce qui est annoncé et ce qu'on peut indiquer. Parce que c'est un sujet d'actualité. Une télé, d'une manière générale, ça consomme beaucoup d'électricité ou pas? Ça dépend de ce qu'on regarde. En fait, ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde sur un OLED, par exemple, si on regarde des images très sombres, pas dans le noir, mais très très sombres, vu que les OLED s'éteignent complètement, ça consomme absolument pas d'énergie. D'accord, donc ça, en fait, la consommation électrique se module par rapport à la luminosité qui est affichée. Complètement. Et selon ces
réglages aussi. Si je choisis dans mes profils des profils d'image dynamiques ou quelque chose de très très éclatant et très lumineux, je vais consommer plus d'énergie également. D'accord. Donc si je baisse la luminosité et le contraste de ma télé, je consommerai un petit peu moins d'électricité. Exactement. Alors, théoriquement, après il faut voir peut-être pour chaque machine, mais si vous baissez la luminosité, c'est la source d'énergie qui consomme le plus sur un écran. Un point important, les operating systems, tous les OS qu'il y a sur les télés, on en voit, il y en a beaucoup. Hein. Vous testez ça aussi ou pas? On les teste pas, on les relève parce que, encore une fois, comme l'ergonomie, c'est quelque chose on ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a de plus en plus évidemment d'Android TV, mais on n'a pas que ça, on a Tizen, on a WebOS, etc. Tous bon. Alors Android TV sur la plupart des marques, WebOS c'est LG, et Tizen c'est Samsung. Mais en iSense a aussi son propre operating system, je crois. Je me rappelle plus de son OS, mais en fait, on se rend compte que de toute façon, tous les OS se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a une espèce de convergence, peut-être dans les directeurs artistiques ou dans les créatifs. On a l'impression que c'est tous quelque chose de simple, de dépouillé. Oui, et en fait, et là il y a un vrai sujet par rapport aux constructeurs télé, c'est qui utilise ces OS. Si j'ai ma box Free, SFR, Bouygues ou Orange, j'utilise mon HDMI de ma box. Donc tous mes services de streaming, Netflix ou Disney+, ou peu importe, je vais plus passer par ma box que par les applications intégrées sur l'OS. Donc je sais que les marques travaillent beaucoup pour intégrer directement l'opérateur dans leur télé. Oui, box en fait, via une appli. C'est le cas de Samsung qui fait ça avec Orange, je crois. Et Bouygues a fait ça aussi. Et ce qui fait qu'on a toujours un boîtier opérateur qui transforme la fibre optique ou le réseau en réseau local chez soi, mais on n'a plus le lecteur multimédia qui accompagnait ce modulaire. La box télé. Exactement, pour aller directement sur la télé. Et tout se fait à partir de la télé. Donc ça, c'est un vrai enjeu industriel aussi pour les constructeurs qui, évidemment, voudraient que chaque personne reste dans l'écosystème de sa marque. En effet. Mais on ne juge pas ça. C'est un sujet. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions. Voilà, c'est 20 minutes, plus de 20 minutes qui sont passées à la vitesse de l'éclair pour essayer de vous conseiller, de vous donner, faire un point à date sur les technologies télé et comment vous aider à choisir en cette fin d'année. Merci beaucoup Lionel Costa, responsable du développement du Labo Fnac. On se retrouve dans 2 semaines, c'est ça, ou bientôt? Bientôt pour évoquer d'autres sujets et d'autres comparatifs. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Les Labo Weeks qui commencent aussi en collaboration d'ailleurs avec Fnac Darty, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Tech & Co avec énormément de programmes. On vous conseille à l'approche des fêtes de fin d'année pour choisir tous vos produits high-tech. Allez sur l'univers Tech & Co, vous retrouverez tout ça. Et puis aussi, chose cool, vous allez pouvoir voter pour vos produits high-tech préférés. Avec, pour chaque catégorie, si vous votez, si vous êtes tiré au sort, un bon d'achat de 200 € que vous pourrez gagner et que vous pourrez dépenser dans toutes les Fnac Darty. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, autant joindre l'utile à l'agréable. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.